C'est le premier débat qu'on va tenir aujourd'hui avec nos experts que j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première de la saison. Dorothée Rouzet, vous êtes chef économiste à la Direction Générale du Trésor à Bercy. Bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Combe, que j'ai le plaisir de recevoir, professeur à Paris 1 et à Schema Business School, senior advisor chez Image 7. 2 derniers livres, dont un qui sort la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Introduction to Air and Transport. Exactement. En anglais dans le texte. Publication la semaine prochaine. Et la 17e édition de votre précis d'économie. Un best-seller, un précis que vous aviez écrit en 94 ou 95, quand je faisais mon armée. Voilà. L'armée laisse du temps, donc merci à l'armée française de m'avoir laissé ce temps. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Ludovic de Sauté. C'est une première, mon camarade de la tribune. Bienvenue Ludovic, je suis ravi de commencer cette nouvelle saison avec vous. Ensemble, on va aussi parler droits de douane, évidemment, de cet accord UE-US signé il y a quelques jours entre l'Europe et les États-Unis. Et puis, on débriefera ensemble le symposium de Jackson Hole. C'était l'événement chez les banquiers centraux de la fin de semaine dernière. On est parti pour une nouvelle saison des experts, 10h, 11h tous les jours sur BFM Business. Allez, c'est parti. Bon, le premier thème, c'est évidemment la rentrée politique pour le Premier ministre qui tiendra une conférence de presse aujourd'hui à 16h. Alors les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis la fin de saison, avant les vacances. On est toujours sur un même quantum de 44 milliards d'économies, mais on sent que tout le monde est un peu en train de s'organiser là, évidemment, contre les efforts. C'est un peu la France éternelle. Il joue sa place, là, Ludovic de Sauté, François Bayrou, en cette rentrée. Clairement, il joue sa place. Alors, il y a eu un peu on croyait qu'il y aurait un moment l'été meurtrier, il n'a pas eu lieu. Il y a une sorte de pause. Là, on voit les choses se réarmer. Le coup d'envoi est clairement aujourd'hui à 16h. Vous le disiez tout à l'heure, Raphaël, avec la conférence de Bayrou. Ouais. Maintenant, la crainte globale, c'est le bis repetita. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on rentre dans un calendrier qui va curieusement ressembler à la saison 1, c'est-à-dire la saison Barnier, qui a abouti, je le rappelle, au 4 décembre dernier, au fait que, tout s'arrête. Tous les éléments sont là, la crispation est là, et très clairement, François Bayrou a quelques jours pour convaincre. Vous le disiez tout à l'heure, il a un calendrier extrêmement serré. Et on a ce sentiment quand même que là, les syndicats ont un pouvoir important, parce que pour l'instant, par rapport à cette journée du 10 septembre, les syndicats sont dans un entre-deux. Est-ce que les choses vont s'enflammer? Est-ce que vraiment la mayonnaise va prendre? Ouais. On va se structurer autour de cette journée du 10 septembre pour tomber dans une atmosphère délétère, et c'est la grande crainte du monde économique, à commencer par les patrons d'entreprise, c'est qu'on retombe dans une grande période d'incertitude qui va nous emmener sur un toboggan jusqu'en décembre. Oui, cette incertitude, elle a pesé dès l'année dernière, depuis la dissolution en réalité. On sait quantifier, Dorothée Rouzet, le poids que ça peut avoir sur la croissance? Oui, alors on l'a vu l'année dernière, c'est-à-dire au moment du moment de la dissolution au vote du budget 2025, donc début 2026, après la censure, on a vu cet effet incertitude sur l'économie. Alors on le voit en suivant les indicateurs de confiance des entreprises, de confiance des ménages, et on le voit dans l'investissement, dans les achats de biens durables par les ménages. En fait, donc ça pèse sur l'économie. En fait, quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, quel sera le régime fiscal, etc., en fait, on arrête d'investir, on arrête d'embaucher côté ménage, on arrête d'acheter les gros achats, on va dire, que ce soit automobile, immobilier. Et ça s'est vu au début de l'année dernière, ça s'est résorbé ensuite. C'est-à-dire que depuis, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on le voit en cette évidemment rentrée? Une grosse tranche d'incertitude internationale avec Donald Trump depuis, mais sur le plan national, quand on regarde les indicateurs d'incertitude qui existent, en fait, la France ne se singularise plus par rapport aux autres pays européens depuis février, c'est-à-dire depuis que le budget est adopté. Ça peut revenir, mais pour l'instant, je dirais, ce qui a dominé depuis, c'est l'incertitude sur la scène internationale. Évidemment, si on rentre dans une nouvelle séquence d'instabilité, de censure, etc., sociale. Ça a un coût économique. Le coût économique, on l'a vu en fin d'année dernière, on l'a vu au premier trimestre de cette année. Et donc, oui, ce follettement, cette incertitude, ça a un coût économique qui se retrouve dans les indicateurs. Oui. Je rebondis sur ce que dit Dorothée. En fait, il a été démontré en économie, notamment il y a toute une école américaine, faite par des Italiens d'ailleurs, Alesina, Perotti, qui démontre que l'instabilité politique au sens strict, pas l'instabilité internationale, a un vrai
coût en termes d'investissement, recherche-développement, investissement productif, etc. Et donc, à la fin, un coût en termes de PIB. Quand vous faites une étude sur, je crois que vous avez fait ça sur 20 ans ou 30 ans, vous remarquez que plus il y a des gouvernements de coalition, plus ils sont instables, et plus vous avez d'instabilité politique au sens strict, moins vous avez de croissance économique. Donc tout ça, ça a un coût. Et je rejoins ce que dit Ludovic. Si par malheur, en effet, la censure passe, vous repartez dans un épisode qui n'est pas qu'un épisode politique. Tout ça aura des conséquences économiques très claires et très nettes. Mais on peut se permettre d'avoir une nouvelle censure, politiquement et économiquement. Mais de moins en moins, ce que disait Dorothée est intéressant, parce qu'on n'est pas exactement quand même dans la même situation que l'an dernier, avec le gouvernement Barnier. C'est-à-dire qu'il y a eu un épisode entre-temps, qui est Trump. Donc ce régime d'incertitude que vivent les entreprises, il s'est installé, l'investissement quand même a calé. On a deux indicateurs qu'on va surveiller au-delà de la croissance là, en cette rentrée. Le premier, c'est les défaillances d'entreprises, parce que les indicateurs, l'orientation est vraiment pas bonne. Fort à la hausse, oui, effectivement. Mais là, on était sur un rattrapage quand même post-Covid, un peu, où tout le monde a été protégé par énormément de subventions. Ça commence à descendre dans l'industrie et tout ça, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a le deuxième, sur lequel il y a une vigilance, et qui peut devenir un objet politique extrêmement fatal, c'est l'emploi. Oui. Parce que l'emploi, qui était, on va dire, un indicateur qu'on avait un peu oublié depuis quelques années, là, il y a des signaux quand même de faiblesse autour de l'emploi. Et si ce rythme de défaillance amène sur une dégradation de l'emploi, le débat va être tout autre en fin d'année. Et puis on rentre dans une séquence politique qui est très très différente aussi. Municipale l'année prochaine, présidentielle l'année suivante. Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a un intérêt justement à mettre le bazar à 3 mois, 3, 4, 5 mois des municipales? Ça dépend qui parle, en fait. Vu du monde économique des entreprises, il n'y a aucun intérêt. Il y a une recherche aujourd'hui de stabilité et de projection. Il y a déjà beaucoup d'enjeux géopolitiques à absorber, des hausses de matières premières, des enjeux quand même globaux en termes de circulation des marchandises. Mais de l'autre côté, au plan politique, on est en train d'armer, d'abord les municipales, puis la présidentielle. Et là, on voit que par rapport à l'action, à commencer par Jean-Luc Mélenchon et LFI, il y a une volonté quand même de prendre le débat, de l'agiter. Maintenant, la question, et sur lequel on va être tous vigilants, c'est est-ce que le mouvement du 10 septembre est un mouvement qui dure juste une journée, qui marque le coup avec une grève, j'allais dire, classique, ou est-ce qu'on est dans une forme un peu de gilet jaunisation qui va commencer à ruisseler dans la population? Et là, c'est plus la même chose. C'est la crainte, c'est surveillé, Emmanuel Comte, par le gouvernement. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que Bayrou, il joue quand même l'opinion contre les partis politiques. Oui. Quand on regarde les sondages, l'opinion est quand même plutôt... 84% des Français opposés à la suppression de jours fériés. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on en parlait avec Dorothée avant l'émission. Maintenant, les Français ont conscience que la dette, c'est peut-être éventuellement un sujet, et le déficit. Oui. Et c'est pas parce que vous avez conscience d'un sujet que vous êtes prêt à agir. Là aussi, c'est les efforts, basique, ou en tout cas chez les autres. Non, mais c'est super important pour nos auditeurs, c'est les fameux biais psychologiques qu'on retrouve dans plein de... J'ouvre une parenthèse, je la ferme aussitôt. Même chose pour l'environnement. Les Français ont conscience qu'il y a du réchauffement climatique, de là à ne plus prendre l'avion ou moins prendre l'avion. Cette discordance cognitive, vous l'avez, même chose. Parce que quand vous commencez à dire, écoutez, si la dette est un problème, il va falloir réduire les dépenses publiques. Enfin, c'est pas le seul levier d'ailleurs. Mais supposons qu'il faille réduire les dépenses publiques. Ah ben non, mais pas moi. Pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Regardez, aujourd'hui, c'est la coalition finalement des intérêts particuliers. Le pharmacien qui va finalement manifester aux côtés du taxi. Et des taxis, les intérêts catégoriels sont quand même pas exactement les mêmes. Donc il y a cette idée que c'est pas parce que j'ai conscience d'un problème que je suis prêt à agir. Et ça, c'est très bien expliqué en psychologie économique. Et à mon avis, ça serait intéressant que le gouvernement regarde un petit peu comment ça se passe, parce que c'est plus compliqué que ça. Il suffit pas d'avoir conscience pour agir. Il y a un autre sujet aussi important en France, c'est le sentiment d'injustice. Je dis pas qu'il y a de l'injustice, sentiment d'injustice. Pourquoi moi je paierais alors que les riches et les entreprises ne payent pas? Et donc tout ça, ça va être quand même très 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 compliqué. Et ça s'appelle faire de la politique après, effectivement. Alors simplement, je veux revenir sur cette question des jours fériés, Dorothée Rouzet. Est-ce qu'en France, on travaille moins, il faut peut-être rappeler les chiffres, que chez nos voisins européens? Quelle est la logique de ces suppressions de jours fériés? Oui, alors quand on dit est-ce qu'on travaille moins que les autres pays, en fait, ça dépend... Il y a différentes manières de le regarder. Dans l'année et tout au long de l'année. Qui travaille dans l'année, dans une semaine normale et tout au long de l'année. Le gros écart, c'est qui travaille. C'est le taux d'emploi par rapport aux autres pays ou aux pays comme alors les plus performants, ça va être les Pays-Bas, mais même quand on se compare quand même traditionnellement à l'Allemagne. Notre gros écart, c'est qu'en gros, on travaille moins aux deux extrémités de la vie, les jeunes et les seniors. Les jeunes parce que l'insertion est plus longue, les études sont aussi un peu plus longues, et les seniors principalement parce qu'on part à la retraite plutôt que dans d'autres pays. Ensuite, si on regarde les salariés à temps complet, c'est-à-dire parce que donc qu'une personne qui est employée à temps complet, combien travaille-t-elle dans une année?
Dans une semaine normale, en fait, les 35 heures, c'est pas vraiment un sujet. Dans une semaine normale, en gros, un salarié à temps complet travaille à peu près pareil que oui, c'est ça, on est près de 38 heures par semaine. On fait un peu, il y a des heures supplémentaires, etc. Il y a des gens qui travaillent plus que 35 heures, donc c'est pas vraiment le sujet. En revanche, il y a plus de jours de congés. Quand on ajoute les congés, les jours fériés, les arrêts maladie aussi, un salarié français en moyenne travaille moins de jours dans l'année qu'un salarié allemand, puisque c'est la comparaison. Donc il y a effectivement cette dimension. C'est 150 heures, je crois, sur l'année. C'est pas une paille non plus. C'est pas négligeable. Alors il y a une partie qui est le nombre de jours de congés, il y a une partie qui est les arrêts maladie, qui est aussi un autre sujet. Qui va être un sujet du budget aussi. Et les jours fériés, je dirais, dans le grand tout, congés plus jours fériés, effectivement, sont une dimension par laquelle les salariés français travaillent moins que les autres. Le gros, c'est le taux d'emploi. Mais je dirais l'emploi tout au long de l'année, c'est aussi une dimension sur laquelle on est un peu en dessous des autres et donc il y a des marges. Oui, on dit souvent, Gilbert Sett le répète à l'envi, si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on n'aurait plus de problème de finances publiques. Ah, c'est clair. Le vrai sujet des finances publiques, c'est en effet le manque de production française. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous réglez par une loi de finances. C'est un projet structurel et donc c'est un projet présidentiel. Et de long terme. C'est un peu le drame, c'est qu'il faut tenir 2 ans. Espérons qu'en 2027, on ait un candidat, on peut toujours espérer, qui comprenne enfin que le vrai sujet de la France, c'est la production. Oui, on produit moins en France. Oui, et c'est le cœur du problème. Et c'est peut-être un peu le raté de François Bayrou en juillet dans son discours, parce que c'est vrai que dans l'urgence économique, on va dire, et budgétaire, il y a des décisions qui ont été un peu mécaniques. Je pense à l'année blanche. C'est-à-dire l'année blanche, c'est pas quelque chose de subtil. C'est-à-dire qu'on fait pas des coupes, on gèle tout. Là, il y a un peu un sentiment, on va voir comment il est exploité ou pas en septembre, que le coup un peu de massue est sur le monde du travail. C'est-à-dire finalement ceux qui travaillent. Or, la question, elle est presque en dehors du travail aujourd'hui en France. C'est-à-dire que finalement, c'est comment on remet un peu ce pays au boulot. En fait, ni plus ni moins. Et comment aussi on relâche un peu l'investissement. Et là-dessus, il y a évidemment cette subtilité, ce débat politico-budgétaire. Ces points-là sont absolument pas pris. Il y a quand même un indicateur, vous en parliez tout à l'heure, Raphaël. On va voir un peu le discours de la rentrée du MEDEF, mercredi et jeudi, avec notamment la prise de parole de Martin, pour voir comment le patronat se positionne. Pour l'instant, il se positionne en faveur de ce budget. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une question auprès des entreprises, la question de l'investissement. Il y a une question aussi de la production, qui est vraiment très très forte. Et la France, en la matière, se pose beaucoup de questions. Je rajoute un point quand même, c'est socialement, et qu'il ne faut pas l'oublier, puisque c'était votre question précédente, c'est que le débat sur les retraites a montré que pour l'instant, le dialogue social, il est un peu cassé. Or, il y a quand même de gros dossiers qui arrivent. On parlait des jours fériés, on parlait de la qualité du travail, au travail. Il y a la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage. Et tout ça arrive à un moment où on sent que ce dialogue est très esquinté. Cette séquence-là, on n'arrive pas à en sortir, ce qui est un vrai problème. On sent même quelque part les syndicats débordés, parce que le mouvement du 10 septembre, il a un mouvement un peu à la spontanée de réseaux sociaux et tout ça. Nébuleux, voilà. Ils essayent de raccrocher derrière. Donc, où sont les interlocuteurs ? Et ça va être une grande question pour François Bayrou, parce que les interlocuteurs ne sont pas très bien identifiés actuellement. Il y a beaucoup de corporations qui se mettent en marche, mais un alignement de corporations, ça ne crée pas un budget, ça ne crée pas une stratégie pour un pays. Est-ce qu'on aura la grande convergence des luttes en ce mois de septembre ? C'est une question récurrente qu'on se pose en même temps. C'est aussi un petit marronnier des journalistes, on ne va pas se mentir. On le voit peut-être davantage à la une des journaux que dans la rue au final, mais c'est vrai que ce mouvement ressemble quand même beaucoup au début des Gilets jaunes. C'était une révolte fiscale, les Gilets jaunes, au départ. Les indicateurs sont là, Raphaël. Et la fiscalité, là, elle risque de toucher aussi les entreprises. Est-ce qu'on doit toucher au CIR ? Est-ce qu'on doit toucher au pacte Dutreil ? On avait ce matin le coprésident du METI, Frédéric Porrier, qui nous en parlait sur l'antenne de BFM Business. On l'écoute. Il y a historiquement en France un écart net dead, je parle, net dead. Donc comme ça, on va mettre de côté le CIR, etc. Il y a 130 milliards d'écart entre la France, en plus, de coûts qui pèsent sur nos entreprises en termes de social, de fiscalité, etc. par rapport à la moyenne européenne. Quand vous ramenez ça sur un temps long, c'est des investissements considérables qui ne sont pas réalisés. Donc, si on ne regarde pas ça de façon générale et qu'on fait des zooms sur quelques mesures en disant il faudrait renier ceci, etc. Non, il faut corriger l'écart des 130 milliards. Et ça, on sait que ça va prendre un petit peu de temps. On sait que dans le contexte budgétaire actuel, c'est difficile. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les entreprises ne peuvent pas absorber des coûts supplémentaires, qu'il s'agisse de baisse d'aide ou d'augmentation de charges. Oui, c'est toujours la question des impôts, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut baisser les aides aux entreprises sans baisser les prélèvements obligatoires qu'il y a à côté, quoi ?
Oui, alors il faut déjà rappeler que les prélèvements obligatoires sur les entreprises, ils ont quand même pas mal été baissés depuis le début du premier quinquennat Macron. Autant l'impôt sur les sociétés. C'est quoi, 50, 60 milliards à peu près Oui, c'est de cet ordre-là. Les impôts de production ont été baissés, l'impôt sur les sociétés a été baissé. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Alors après, sur le montant total des aides aux entreprises, c'est un peu un débat sans fin. Il y a différentes manières de mesurer. Il y a eu un rapport du Sénat. Il y a eu pas mal de rapports, voilà, sur le Sénat. On est autour de 200, 210 milliards. Ouais, mais ça dépend un peu selon les périmètres qu'on prend. On peut arriver à des chiffres assez différents. Je pense que fondamentalement, c'est des choses qui sont quand même à toucher avec modération, je dirais, dans un budget. Alors on peut dire que sur un certain nombre de choses, vous me disiez, oui, l'année blanche, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente, mais ça marche. En fait, quand on est dans une configuration politique minoritaire aussi, on fait les choses qui marchent sans forcément pouvoir faire du structurel sur tout. C'est la vie, mais jusqu'en 2027, ça risque d'être comme ça. Les aides aux entreprises, voilà, il faut un peu aussi les regarder en termes de, comme on disait, il nous faut de la production aussi, et il nous faut de l'attractivité, et en même temps réduire ce qu'on appelle les effets d'aubaine, c'est-à-dire quand on donne une aide à une entreprise pour faire quelque chose qu'elle aurait fait de toute façon. Donc c'est un peu ça le débat sans fin et toujours récurrent, notamment sur le crédit d'impôt recherche. Ouais. À la fois, c'est un facteur d'attractivité important pour la France, pour les investissements étrangers. En même temps, pour les plus grandes entreprises, il y a sans doute de l'effet d'aubaine. Mais ça reste quelque chose à toucher avec modération, parce que quand on commence à revenir dans l'instabilité fiscale, notamment en termes d'attirer les investissements étrangers, on met quand même le doigt dans un engrenage sur lequel la France est toujours suspecte. Ouais. Donc, quand même, moi, je pense qu'il faut faire très attention avec ça. Le pacte Dutreil, alors, c'est un peu du même ordre. Il y a aussi des choses sur le pacte Dutreil qui sont sans doute trop larges. Il y a des choses qu'on peut mettre dans un pacte Dutreil quand on transmet une entreprise qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'entreprise, qui ont un traitement fiscal avantageux. Mais c'est aussi un outil de transmission d'entreprise. Donc, c'est des mesures, en fait, qui demandent à être regardées, mais pas en 2 semaines. Qui demandent à être regardées, discutées, concertées, qu'on en étudie l'impact, et ensuite, on regarde ce qu'on peut faire. Mais c'est sans doute pas le temps politique dans lequel on est aujourd'hui. Je rajoute un point, et ce que dit Dorothée est important, mais je rajoute un point, et on l'a vu par exemple sur le pacte Dutreil, c'est aussi la faiblesse de l'argumentation, j'allais dire, de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, faire un bilan du pacte Dutreil, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On manque beaucoup de données. Hein. Oui, on manque de données. Non, tout est sur papier. Et là-dessus, on a une faiblesse structurelle, alors sur laquelle François Bayrou est pas responsable pour le coup, parce qu'elle est ancienne. C'est-à-dire que sur ces mesures, que ce soit sur le crédit impôt recherche, que ce soit sur le pacte Dutreil et ça, on manque un peu d'un socle pour expliquer les choses, c'est-à-dire de se dire oui, c'est un bon choix parce que ça permet de générer de l'investissement, de l'emploi et tout ça, ce qui est légitime. Mais ce qui aujourd'hui, à force d'avoir des arguments, le pire étant sûrement le pacte Dutreil, où on a des chiffres on attend le rapport de la Cour des comptes qui doit arriver là à l'automne, avec peut-être enfin un chiffre définitif, mais les chiffres vont du simple au triple. Ouais. Donc c'est quand même impossible d'être dans. On va d'unités de milliards en plusieurs dizaines de milliards. Les chiffres en tête, c'est compliqué quand même dans un pays de faire des choix politiques si par ailleurs on n'est pas capable de démontrer qu'une mesure qui est assez phare et sur lequel on sait que dans les PME, les TPE, les ETI, c'est une mesure sur laquelle le patronat s'arc-boute énormément. L'État n'est pas capable, la force publique n'est pas capable de faire une démonstration ou pas des choix et du coup des endroits où on peut couper. Dorothée le disait très justement, le pacte Dutreil est probablement beaucoup trop large en termes de couverture actuellement. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais il faut être capable de le chiffrer et d'avoir un débat clinique et non pas politique. C'est quand même très surprenant qu'on n'arrive pas à avoir ce chiffre-là, c'est vrai. Alors qu'on a fait de grands efforts en termes d'évaluation des politiques publiques quand même ces dernières années, notamment à Bercy. Oui, mais en fait, c'est même au-delà du pacte Dutreil, c'est un sujet sur tout ce qui est succession, transmission, donation. En fait, les données, elles sont chez les notaires, parfois en format papier, et donc, je dirais, la numérisation ne progresse pas au rythme qu'on voudrait, donc on a beaucoup de mal à avoir des données pour chiffrer toutes les mesures sur les transmissions. Donc c'est vraiment juste une question de tout ça et par papier, et il faut le numériser. Alors, il y a une question de données, et ensuite, il y a une question, quand on fait une évaluation propre, de méthodologie, c'est-à-dire qu'on veut aussi savoir ce qu'on appelle le contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait produit si la mesure n'était pas là, et là, c'est un travail d'économiste aussi. Mais je dirais le niveau 1, qui est d'avoir accès à la bonne donnée de quelles sont ces transmissions, les montants, les actifs, de qui vers qui. En fait, on a du mal à avoir de quoi faire une évaluation surprenant. Propre. Et du coup, ce qui va poser des questions dans les années qui viennent, puisque évidemment, on rentre là au niveau grand public dans une période de grande transmission, avec la fin de génération baby-boomer, sur lequel on sait qu'il va y avoir un mouvement colossal de plusieurs centaines de milliards d'euros en termes d'actifs, en termes d'immobilier, de placement et autres. Et là, si on rentre dans ce flou à nouveau, avec les paperasses des notaires archivés dans des dossiers en format A4, là aussi, alors que fiscalement, ça représente des enjeux
colossaux. Énorme. Ouais. Dans les 15 prochaines années, c'est une manne fiscale colossale en termes de transmission. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que François Bayrou a évidemment contourné l'écueil et politiquement, personne ne le prend. C'est toute la logique, évidemment, d'héritage, de transmission et de fiscalité de l'héritage. C'est le débat impossible, ça, en France. Alors que c'est la grande question des 15 prochaines années en termes de société. En termes de démographie, oui, absolument. C'est étonnant, cette question, d'ailleurs. Tous les Français sont contre, quel que soit leur niveau de revenu, sont contre une taxation de l'héritage, alors que finalement, une écrasante majorité sont exonérés. À 100 000 ou 150 000 euros, ça couvre très largement. Mais les Français, même avec assez peu de revenus, refusent que l'on taxe. Un objet politique très complexe. Emmanuel Macron a essayé de s'y attaquer à plusieurs reprises, ça n'a jamais fonctionné. Un dernier point peut-être sur la mesure symbole. François Bayrou vient de confier une mission à l'ex-député René Dosière sur les frais de gestion, les frais indus, les avantages indus des élus. C'est une question récurrente, ça, auprès des Français. Ça faisait partie d'ailleurs de ce qui était très régulièrement soulevé par les Gilets jaunes dans les cahiers de doléances à l'époque. Est-ce que c'est un sujet budgétairement ça... Je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sûrement en termes politiques, une erreur de François Bayrou dans sa communication de mi-juillet était un peu de donner le sentiment que c'était le monde du travail qui allait absorber en grande partie l'effort. Alors là, on a un peu les symboles qui arrivent derrière. Oui, mais bon, à quelques endroits, on va quand même regarder les choses avec attention. Alors, je note qu'il y a une mission qui est confiée sur les élus, sur le train de vie, tout ça. On est un peu dans le symbole. Par ailleurs, il a quand même pas fermé la porte sur tout ce qui est la fiscalité des hauts revenus et tout ça. Il réouvre pas ce débat. Mais ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui a été mal travaillé en termes de communication en juillet, c'est-à-dire le sentiment que l'effort n'est pas très bien réparti. Ben voilà. Oui. Cette passion française pour l'égalitarisme, Emmanuel Combes. Psychologique. C'est le biais psychologique et ça, c'est le raté. Il y a un sentiment d'injustice, qu'il soit vrai ou pas. Et dès qu'il y a un sentiment d'injustice, il y a ce qu'on appelle en psychologie l'aversion pour l'iniquité. Moi, je veux bien faire des efforts, mais commençons par les privilégiés. Alors, que ça soit vrai ou faux, peu importe. Et les Français perçoivent les politiques, je suppose, comme des personnes privilégiées en termes de revenus. Et pour ça, il y a la contribution différentielle sur les hauts revenus. Une nouvelle taxe de 2 milliards d'euros. C'est vrai, mais c'est exactement ce propos-là, et c'est sûrement là-dessus le vent contraire que va devoir gérer Bayrou et le gouvernement Bayrou, c'est cette perception en termes de communication, peut-être qu'il manquait certaines mesures symboles, certains mots en juillet, pour donner le sentiment que l'effort était un peu équitable. Et probablement que ce qui a été la mèche, on ne va pas se mentir, ce sont les jours fériés, parce que dans les 24 heures qu'on suivi, on a tous parlé des jours fériés, mais qu'un symbole. En fait, on s'attaque plutôt au monde des travailleurs. C'était un chiffre rouge hyper efficace, parce qu'on n'a pas parlé du reste, du coup. Contrepartie. Je supprime 2 jours fériés, mais en contrepartie, il y a 0. Donc il y a l'idée que tu travailles gratuitement. Et ça, pour un Français, c'est inaudible. Et par ailleurs, les entreprises s'y retrouvent pas tellement. Il n'y a pas de contrepartie. Ça n'a pas été très mal expliqué, ça, quand même, parce qu'on ne va pas travailler gratuitement. C'est-à-dire on va être payé pour travailler, c'est-à-dire que ce sera un jour normal. En réalité, c'est bien ça l'idée de ce jour férié. L'idée, non, il n'y a pas forcément d'augmentation de salaire avec. Il n'y a pas d'augmentation de salaire, mais on touchera son salaire. On touchera son salaire normal avec un jour. Le truc, c'est qu'on a été payé. Non, après, je trouve que sur la notion, oui, les symboles, notamment sur les politiques, c'est vrai que c'est vraiment une question d'acceptabilité. Ça fera pas des milliards, mais c'est important pour cette notion d'effort partagé. Cette notion d'effort partagé, c'est vraiment ce qui a du mal à passer. C'est-à-dire que là, on dit, ça s'est focalisé quand François Bayrou a fait ses annonces le 15 juillet sur on fait tout porter sur les actifs. Alors, si vous demandez à des retraités, ils vous diront il fait porter tout l'effort sur les retraités parce que regardez, on va geler les pensions et en plus, pour certains, on va raboter l'avantage fiscal, etc. Donc, en fait, chacun a l'impression que l'effort porte davantage sur lui. Et on n'arrive pas à avoir cette idée que si on a 40 milliards à trouver, il va falloir que tout le monde contribue un peu. Et ça marche pas, mais en fait, c'est la réalité. Et pour ça, oui, il faut des symboles. Une contribution sur les plus riches ou un effort des politiques, c'est un symbole qui compte. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est... Les victimes expiatoires de l'égalitarisme français. Ça me semble vous-même, la manière dont vous avez présenté les 2 jours fériés, vous avez dit c'était 2 jours, on a été payés à rien faire, et je suis sûr que si vous demandez aux Français, vous ne disent pas ça. On nous supprime 2 jours qui ne vont pas être payés. Eux, ils vont le vivre comme ça. Mais oui, en fait, on me demande de bosser sans travail. Sans être payé. Dans le sens inverse.
c'est TTPI à rien faire, mais ils ne le voient pas du tout comme ça. Donc à mon avis, il y a quand même un gros problème de communication politique. Alors peut-être qu'à la fin, on va se terminer avec un jour férié plutôt que... Parce que 2, pourquoi pas 3, etc. C'est peut-être un début de négo. C'est 4,2 milliards d'euros de recettes supplémentaires. On sortira par la poire coupée en deux. Hein. Mais tout ça est quand même pas à la hauteur, est quand même pas à la hauteur des enjeux. Enfin, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le vrai sujet, on en parlait au départ, hein, c'est quand même pourquoi est-ce qu'on a tant de déficit? On a tant de déficit et de dette parce qu'on ne produit pas assez. Et ça, c'est de l'ordre du structurel, mais il ne peut pas le traiter. De toute façon, avant 2027, il est bloqué. C'est le seul vrai levier. On pourra raconter tout ce qu'on veut. Mais c'est une réponse de supprimer 2 jours fériés, c'est produire davantage, renforcer la production. C'est bien, ça montre que la France. On n'en a pas parlé, ça montre que la France agit, parce qu'on a oublié quand même pourquoi on fait tout ça. On fait tout ça parce que d'abord on a Bruxelles, et tant mieux, hein, heureusement. Oui, et puis on a un petit niveau de déficit, on a quand même un problème, juste les derniers de la classe européenne en termes de déficit. Avec des taux d'intérêt qui montent. Avec des spreads qui se resserrent. Donc il faut faire quelque chose. En fait, il faut montrer qu'on fait, il ne faut pas faire grand-chose parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est quand même compliqué, hein, parce que de rien faire, c'est montrer aussi, l'immobilisme, c'est montrer que la France est complètement irréformable. Ce que je crois personnellement. Hein. Je ne vais pas développer le point, je l'ai écrit dans les Échos. Moi, je pense que tout ça se terminera par une crise de la dette. J'en suis intimement convaincu et je pense même que les hommes politiques le désirent au fond. Jusqu'à la fin, on dira, mais écoutez, c'est pas de notre faute, c'est la faute des méchants marchés financiers et de Bruxelles, et ça satisfera tout le monde. Mais la vérité vraie, c'est que pourquoi on doit agir? Parce qu'il faut quand même rassurer. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Au contraire, heureusement qu'on a la corde de rappel des marchés financiers. Alors, mais les Français ne le voient pas comme ça. Hein. Ils le voient plutôt comme une contrainte imposée de l'extérieur, etc. C'est ce qui nous sauvera. Bon.